L'idée, c'est que ici, j'ai déjà présenté plusieurs fois l'historique de l'usage de la 3D et de toutes les technologies émergentes, que ce soit les systèmes experts, etc., dans le domaine de la connaissance du domaine de la vie. Alors, aujourd'hui, au lieu de vous parler directement de technologie, je vais plutôt vous montrer les résultats. Qu'est-ce que c'est 30 années en plein milieu? Alors, ça a plein de résultats intermédiaires, évidemment, parce que chaque fois, c'est financé pour des objectifs scientifiques précis, et tout ça, ça finit par se cumuler. Moi, j'ai la chance d'arriver au bout. Je suis pionnier parce que je suis très âgé. Quand on est âgé, c'est davantage, c'est comme ça que je suis pionnier. Et comment on peut exploiter tout ça? Donc, l'idée, c'est de vous montrer un peu, on va essayer d'aller un peu rapidement. Alors, tout d'abord, tout ça, ça converge pour mieux comprendre une période qui est très, très décrite, qui est le règne d'Akhénaton, qui est le fils de Thor, que l'on voit à gauche. À droite, Akhénaton, c'est ça que je dis ici. Et cette histoire se déroule à peu près en 1350 avant Jésus-Christ, et ça débute dans le secteur de Karnak. Donc là, je ne sais pas si les souris se voient ou pas. Non. Donc là, vous avez le temple de Karnak, donc sur la partie, donc c'est sur cet axe-là que les premières opérations d'Akhénaton vont se faire ressentir, avec une bascule énorme. Au lieu de continuer à développer les constructions du lieu Amon, des lieux Amon, il bascule sur l'est du temple et il va se focaliser sur le Luthinique, la quantité de Luthinique, sur un secteur qui correspond au dieu Révarti. Alors ce dieu Révarti, il va en faire le dieu principal, il va en faire le dieu unique, et le dieu Révarti se transforme, c'est l'équipe qui transforme, c'est l'équipe régnante qui transforme en Révarti, qui est une nouvelle forme de Révarti, qui est Aton. Ça devient le Christ solaire. Et ça a des répercussions énormes, avec d'une part le fait que le culte maintenant va se faire à ciel ouvert, on n'est plus dans des secteurs fermés, on n'a plus de toiture, et le fait de ne plus avoir de toiture est également imposé les technologies qui ont innové en inventant ce qu'on appelle des talatas, qui sont des briques de pierre, ce qui permet de construire des monuments d'éternité, puisqu'ils doivent être en pierre, et que ça concerne les lieux, mais on va parler même du lago d'homme et non plus avec des pas inclinés et des installations lourdes, puisqu'on va pouvoir appareiller mieux que d'autres. Toujours est-il que cette transformation des rituels a une incidence énorme. C'est qu'Akhénaton réussit à décaler complètement la position de pharaon dans l'espace social égyptien, puisqu'il finit par avoir dans ses mains le pouvoir politique qu'il a en tant que pharaon, mais également le pouvoir religieux, puisqu'il devient la seule émanation du dieu Aton sur terre, en excluant tout le reste. Donc il n'y a que lui, que l'endroit où il se trouve, qu'on est au cœur de l'Égypte sacrée. Alors, ils en sont à ce niveau d'évolution, c'est une évolution progressive comme ça, et ils sont toujours à l'est de Karnak en train de construire, donc toutes les nouvelles constructions apparaissent là, et vous voyez sur l'image que les développements sont limités, puisque la commune passe derrière, on n'a pas les mètres carrés suffisants pour s'étendre, et puis d'autres problèmes, il valait mieux, c'était plus avantageux pour eux de quitter la région, donc ils vont s'installer à Amarna, donc de Karnak, ils vont partir sur Amarna, que vous voyez à peu près en moyenne Égypte, et inventer un nouveau lieu qui s'appelle l'horizon d'Aton. Alors, c'est un site archéologique incroyable à Amarna, car vous avez une ville complète, qui s'étale sur des kilomètres de long, sur à peu près 600 mètres de large, tout est là. Tout est là, cette ville était abandonnée 17 ans après, les gens sont partis, ils ont emmené tout ce qu'ils voulaient emmener, qui avait de la valeur pour eux, mais ils ont laissé tout le reste, et tout ceci est dans la terre. Et progressivement, quand on fouille, on retrouve la maison des gens, on retrouve tout, c'est totalement incroyable. Le problème, c'est que ces villes commencent à être boulevées par les installations, le câble, l'agriculture, on va dire la ville moderne. Alors, sur la ville du Nil, donc le roi a présenté un tronçon de la ville du Nil, et il en a fait le territoire d'Aton, la nouvelle divinité. Et là, sur la partie droite, vous avez là où s'étend la nouvelle ville qu'il est en train de construire, et il délimite tout le secteur par des stèles frontières, donc ça c'est devenu par des stèles frontières. Mais alors là où ça devient un peu plus intéressant, c'est que là, bon, c'est un modèle numérique 3D, ce modèle, il est là pour caler la géométrie. Il n'est pas là pour fabriquer des images de synthèse super belles qui va faire rêver tout le monde. Là, on est réellement sur du scientifique, il n'y a pas un bout qui soit pas
c'est qu'effectivement, vous avez l'entrée du moyen royal qui correspond à. C'est là où se lève le soleil le jour où la ville était fondée. Parce que grâce aux secrets frontières, on connaît la date à laquelle la cité a été créée, et on sait qu'à cette date-là, à cette époque-là, le soleil de cette ville entre dans cet élément-là. Et c'est l'entrée du Wadi, ça correspond à un hiéroglyphe qui se dit arrête, qui veut dire l'horizon, et le nom de la ville, c'est l'horizon. Donc on s'est toujours dit, bon voilà, il y a ça, c'est un petit point fort, c'est super intéressant, mais toutes les littératures, moi j'en fais partie également, on a toujours, je ne sais pas, à cause des décrets, on pense qu'ils ont calé la ville sur le temple d'Aton, qui était construit, on voit ici dans le sol, et malheureusement, là, c'est le temple d'Aton qu'on a trouvé. Et donc ça fait 40 ans que la communauté scientifique essaie d'expliquer pourquoi les Égyptiens n'ont pas fait ce à quoi les Égyptiens s'attendaient. C'est un peu, sur le plan méthodologique, c'est un peu bizarre, et puis voilà, grâce au modèle, j'ai pu retravailler à elle, et je me suis rendu compte d'un truc énorme que personne n'avait vu, c'est qu'en fin de compte, l'horizon d'Aton, ça concerne pas Aton, ça concerne le droit, ça concerne Akhenaton. Et en regardant l'axe du veille solaire au moment de la fondation de la ville, cet axe passe pile dans la cour centrale du temple liturgique dédié à Akhenaton. Et voilà, vous voyez, là vous avez là, c'est alors de l'autre côté, sur la partie d'orient du tombe royal. Donc on a le seuil de la tombe du roi, plus loin dans l'hiver, on a le Mali avec le forme de l'horizon de tombe, et l'autre côté dans la ville, là, pile au milieu du palais liturgique. Et chose incroyable, donc à partir du moment où on se rend compte de ça, on sait c'est gagné, c'est-à-dire l'axe est-ouest et l'axe nord-sud ici du temple liturgique, se trouve au milieu de ces cours dans laquelle il y a 24 stèles partagées en 6, et les deux axes se trouvent exactement au milieu de ces 24 stèles. Donc on est sûr, de façon définitive, que la ville n'a pas été calée sur le temple d'Aton, mais c'est toute la ville qui est calée sur la station du roi. Alors c'est ce que je vais vous montrer très rapidement. J'espère, mais on va faire assez vite. Donc, on a la partie liturgique, c'est un temple dédié au roi. Ça, c'est unique. Le seul monument dédié à un roi, dans lequel on a un roi vivant construit en pierre, c'est ça. Il n'y en a pas avant, il n'y en a pas après, c'est le seul. Autrement, on est dans un palais en terre. Là, c'est la seule fois qu'on est dans un palais en pierre, puisqu'il est considéré comme une représentation d'une divinité lui-même. Alors, vous avez des informations, je ne vais pas tout détailler, mais vous voyez les représentations égyptiennes qu'on utilise beaucoup, qui vont nous permettre de valider et d'avoir des bonnes hypothèses pour les élévations. Ensuite, il y a une grande cour qui est constituée, on a trouvé des cours archéologiques à Karnak sur la cour prototype, ce qui permet également d'aller très loin dans les hypothèses sur la cour, de démontrer sur le format qu'il y avait ces édifices. Donc ça, c'est la partie dédiée au roi. Ensuite, vous avez la partie dédiée en terre, qui est la maison royale, qui est utilisée par le roi en tant que pharaon, c'est là où il gère les affaires d'État, tout ce qui est avec les ministres. On a trouvé de très belles représentations ici. Alors, voilà le jour de parole dans cette maison en terre, avec
jamais le sol pour ne pas être mélangé avec le sol profane, puisque lui-même est une divinité. Juste au-dessus du palais royal, c'est à Paris-Rôle, l'image de Lombard. Donc là, c'est le ministère, ce sont les ministères qui sont installés là. Donc on a un peu tous les bureaux de ces ministres. En bas, à droite, vous avez un secteur qui est hyper connu, qui est là où les sociétés des relations internationales à l'époque, puisque c'est ici, donc là vous avez une photo du site qui est à l'heure actuelle, et vous avez une des célèbres lettres de Norma, qui sont la correspondance diplomatique en uniforme, enregistrée en hiéroglyphe quand c'était arrivé à la cour, et qui étaient les échanges entre le roi et tous les rajets du cochon. Continuant ensemble, on a donc tout ça, ça concerne le roi et le gouvernement, et puis le roi en Dieu et le gouvernement, et ensuite Aton arrive avec un petit ange, Aton, qu'on peut très bien restituer, puisqu'on a beaucoup de représentations qui nous permettent de faire avec suffisamment d'éléments graphiques pour même restituer les hôtels au centre du dispositif humain. En plus de ce petit temple, on a le grand Aton. Il y a deux temples qui sont dédiés à Aton. Là aussi, on a toutes les données, bon, je ne vais pas en détail, mais vous voyez, toutes les données qui vont nous aider, les repères archéologiques, les représentations dans des scènes des temples même, et dans des tombes qui permettent de restituer tout ça. Donc petit à petit, on avance sur ce sens. Après, il y a les entrepôts qui sont associés, qui vont permettre de gérer tout ça, et les services. Et puis, il y a la ville qui est... Donc la ville, ça paraît un peu compliqué. On a tous les repères archéologiques, mais en plus, j'avais déjà montré ici, je dispose des photos aériennes stéréoscopiques de tout site en 64. Et donc, en regardant ces photos en 3D dans l'ordinateur, à chaque thème, il y a suffisamment d'éléments qui nous permettent de trouver un peu comment étaient les maisons. On a un thème, on va avoir des traces, on dit ah, ça c'est tel type de maison, et on est capable d'en proposer une restitution dans notre modèle. Et puis à d'autres endroits, si tu fouilles les plans, on va avoir plus d'éléments pour représenter la maison. Mais petit à petit, on arrive comme ça à faire absolument. Donc ça, le petit, c'est encore une fois, c'est pas pour simuler le réel et tout ça, c'est pour vous montrer l'outil de recherche avec lequel je travaille. Les traces blanches, ce sont tous les chemins utilisés par les chars, qui sont aménagés et qui sont encore visibles dans les photos aériennes et qui sont encore visibles sur le terrain par endroits. C'est-à-dire qu'on dégageait les pierres, parce que les chars ne pouvaient pas rouler sur les pierres un peu larges, donc tout était nettoyé et ces chemins sont parfaitement visibles au sol. Là, on va partir vers le centre de l'image, sur la partie un peu vers la gauche, on voit une sorte de langue qui arrive. C'est qu'ici, il y a deux habitations encore. Non, là, bon, je reviens sur cette image-là. On a toute la ville de Larnac, la vallée de Montcou. Il y a des zones un peu en périphérie, je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Et puis, il y a deux endroits un peu particuliers sur l'habitat, qui sont ces deux blocs. Le premier bloc carré, on aperçoit ici, et le deuxième. Le premier, c'est le village des artisans, c'est eux qui vont travailler dans les tombes. C'est là où sont partis les artisans. Certains n'ont pas le droit de sortir du village, ils sont vraiment en résidence surveillée. Et les autres, là, ils sont en résidence très surveillée. Ce sont les carnets, ce sont eux qui vont tailler dans du rectangle, qui vont creuser les tombes et faire le gros travail du travail lourd. Donc ces gens-là sont vraiment en restreinte. J'ai un pointeur, si tu veux. Ouais, encore. Oui. Alors là, quelque chose d'un peu exceptionnel. On n'a pas souvent conscience, mais tout ce qui est fait, tout ce qui est travaillé, c'est une structure d'État qui fait ça, c'est-à-dire que tout est cadré, il n'y a pas d'artiste au milieu, quelqu'un qui fait comme ça, c'est vraiment très programmé. Et là, il faut voir compte que dans une tombe ici, la tombe est en cours de taille, c'est pas qu'elle n'est pas fouillée. Ce que vous voyez là, c'est la roche, c'est-à-dire que ça, c'est de la roche. C'est-à-dire qu'ici, la colonne n'a pas encore été taillée. On va tailler ça. On est dans la matière. C'est-à-dire que petit à petit, on va faire apparaître toute cette tombe en creusant. Et par endroits, vous avez déjà des éléments de décor qui sont déjà mis de côté,
Alors le long de la pièce est encore dégagé du Rhône. Pour montrer que tout ça, vous avez ces gens-là en plus une image mentale, ils ont une image très très précise et travaillée, et prévue sur ce qui va être fait. Les décorations sont beaucoup comprises. Il y a des éléments, par contre, on a peu de choses, d'où l'intervention avec Jean-Claude Goldman, vous connaissez bien ici, bien sûr, puisque sur la déclaration, on n'a pas encore, il y a peut-être un endroit où c'est possible, on n'a pas réellement de données archéologiques au sol, on a que des données qui sont des données visuelles, beaucoup de sel, etc. Donc avec Jean-Claude, lui il a travaillé, et moi je dis, un peu, on a recyclé une de ces appareils. Donc je vous disais que c'est une visite incroyable. Voilà, c'est une fois c'est fouillé, vous tombez sur les puits, les voyez, là en haut à gauche, c'est un diwan, avec là on voit où ça s'élève le reste propriétaire de l'habitat, c'est vraiment exceptionnel. Il n'y a pas d'autre site comme ça au monde qui existe. Avec des représentations de maisons, ça c'est la maison de Réglé, où dans son parc, vous avez les plus beaux des fonctionnaires qui avaient sa responsabilité. Alors on peut faire des choses un peu plus réalistes, ça on avait fait ça dans le cadre de notre programme en 2007, sur les bassins dans les maisons, fait évidemment à partir de la technologie de l'archéologie, des structures archéologiques, c'est pas juste au décor, c'est une tentative de mise en 3D des éléments connus, avec tous les modèles de maisons, donc je passe, parce que je pourrais vous en raconter pendant des heures aussi pour vous montrer le modèle, il est intéressant. Dans cette image-là, il y a eu plein d'interactions progressives. Vous avez ici, à peu près au milieu, une partie de sculpture. Là, c'est la maison de Toulouse, et c'est là où est trouvé le buste de Nefertiti. Donc, on peut, à ses besoins, nous redescendre jusqu'au niveau où on a trouvé notamment les données archéologiques de la pièce particulière en dessous, dans le lieu où on avance au niveau de ce modèle. Sur la partie centrale de la ville, ce qui est aussi assez génial, c'est qu'on a les lieux où certaines personnes n'ont pas retrouvé toutes les maisons, mais on a beaucoup de maisons qui savaient très bien qui vivaient. Et on connaît les parties de sa vie, on a sa tombe, tout à fait inouï comme genre de documentation. On les verra ici, par exemple, chez Ouya, représenté dans ses fonctions, où il visite des ateliers, on finit par comprendre que chaque haut fonctionnaire a une spécialité, mais il y a même une réelle responsabilité sur les lieux à produire. Et tout ça, c'est fait pas que pour la famille royale et que pour l'organisation. Il n'y a rien déjà, tout est sous contrôle. Là, une scène par exemple, on voit là dans l'atelier, et vous avez ici vous avez c'est là. Ici, là, dans cet angle-là, c'est une sculpture de Jacques Camon, qui est la fille de Tilly, et avec un dessinateur, disons un artiste qui est en train de mettre la peinture sur la sculpture. On a vraiment des détails à faire sur ce qui se passe dans toute cette ville. Ce qui permet d'identifier plus en bas, il y a la production, je vous expliquais, c'est un peu plus sélecté, sous la responsabilité de tous les fonctionnaires avec les autres, plus ou moins spécialisés. Enfin, il n'y a pas un quartier ici, le quartier, ça c'est un peu de partout. Tout ça fonctionne avec les hauts fonctionnaires. Des scènes incroyables. Ici, vous avez un gamin à droite, vous avez le gars demande au gamin, il y a des moments dans la vie de qu'est-ce qui se passe? Il y a des moments, je vais rapidement. Et la deuxième image, c'est Aïe qui vient de faire partie des gens de l'or, il vient des reines cérémonies, de remise des couleurs à la fête d'apparition. Et alors, une scène comme ça, avec les gars, ça permet d'aller se pencher sur quel est le son d'une brumeur, parce qu'on se repage une brumeur typiquement, en milieu désertique, par des chaleurs importantes, avec la foule. Donc, est-ce que c'est 200 mètres, 300 mètres, 800 mètres, qui permet après d'estimer à peu près la distance entre les gardes et la fête d'apparition? Il y a tout ça, mais derrière, c'est tout à fait incroyable. Et à partir du modèle numérique 3D, en suivant ça, on a pu mettre la main sur des zones tout à fait particulières dans l'habitation et qui ne sont pas des habitats. Et on a compte, ce sont des postes de police.
Comme maintenant, il y a le dieu Aton, le soleil qui est là, ils vont coller dans ce ciel, mais le ciel, il vient se reposer sur deux collines, qui sont les deux bords de la falaise, de ce qu'on a vu tout à l'heure, de Arrête, le symbole de la montagne, du jour Arrête, et donc c'est une sorte de voûte. Et alors, chaque fois qu'ils vont mettre des présentations dans les ponts ou sur les palais, vous avez cette voûte qui apparaît en haut, et maintenant je peux affirmer que cette voûte, quand elle est représentée, elle nous dit attention, ce qui est en dessous, c'est ce qui se passe à Varna. On est vraiment dans du réel, on est dans le livre, au moment où il se passe là. Et on met ça comme ça. Alors, en analysant toutes ces scènes, on arrive à comprendre un peu la structure globale qu'a Aton et son système qu'on peut donner. Donc là, vous avez le livre en haut, vous avez ce qu'on vient de voir, la partie horizontale avec la construction, vous avez le cœur qui est vraiment le dispositif d'Aton, avec son nouveau pouvoir, les temples de la autour, et la falaise horizontale, l'espace du marque tout ça, la zone agricole qui va fournir à la nourriture pour tout le monde, et puis la falaise horizontale de l'autre. Mais pour terminer, ce que je veux dire, c'est que ce qui est également une nouveauté unique sur toute la période égyptienne, c'est que sous Akhenaton, il n'y a plus rien au monde. C'est-à-dire qu'une fois qu'on meurt, on ne passe pas dans un monde des dieux et tout ça. Une fois qu'on meurt, on est un peu en stand-by la nuit, et on est un peu actif la journée avec la vie. Et on est quasiment dans le matérialisme. Il y a rien d'autre qui est tout ce qui est possibilité à un monde de monde humain est connu progressivement, même dans les textes, partout, et on est que dans cette réalité physique du terrain, puisque Amarna, si vous voulez, ça devient une réalité palpable parce que Aton l'a créé. La réalité de la matière, c'est ce qu'a créé Aton. Et donc on arrive dans une réflexion très matérialiste, sans le vivre, c'est ça. Et alors, quelqu'un qui vit à Amarna, ça c'est incroyable, parce qu'il y a Amarna, et lui, qu'est-ce qu'il voit en face de lui? Ils ne sont pas des tombes qui sont cachées, qui sont planquées, non. Les tombes sont là, les tombes sont visibles. Et vous avez même, c'est ce que j'avais personne n'avait remarqué avec les photos aériennes, j'ai pu le montrer, les chemins montent jusqu'au tombeau. Alors, il est évident que ce n'est pas des chemins que vous prenez en charge, c'est des chemins qui sont impossibles à pratiquer, mais les chemins qui permettent d'accéder vers les tombes, au bout, ils montent jusqu'au tombeau, c'est-à-dire que quand vous êtes chez vous, vous regardez la montagne et vous voyez quasiment l'endroit où vous avez enterré en permanence. Et votre avenir, c'est de passer de devenir une momie, ou une sculpture ou une image qui va être dans cette montagne. Et vous allez vivre le cycle d'Aton, c'est que ça fait le jour on va pouvoir donner à manger. Et votre espoir éternel, c'est qu'on vous nourrisse des éléments qui est mis dans les camps d'Aton, pour nourrir Aton, pour se nourrir. Et bien, ces éléments-là, vous allez également vous les apporter dans le tombe pour pouvoir vous nourrir éternellement. C'est tout à fait particulier, donc c'est des secteurs des notes. Alors, ces Aramiens, donc ils se sont représentés dans les tombes de façon très très réaliste, avec, je l'ai montré aussi, que lors de la demande des artistes portraitistes, ils passent dans les tombes, avec ce genre d'inscription et de souhait qu'une longue vie ambulatoire arrêtera éternellement de génération en génération. On vous est accompagné dans l'éternité par Aton, mais Aton, c'est la nuit, c'est pas ce qu'il fait rien, c'est brûlé, c'est calme, il n'y a pas réellement, c'est la période compliquée. Et alors, toujours dans cette idée-là, vous avez là une scène qui est offerte par un conducteur de char à son maître. Mais il le fait dans sa tombe pour l'éternité, c'est en fait qu'est-ce qu'il offre pour l'éternité, de conduire éternellement, son char, et lui-même sur son char. Une sorte de poursuite comme ça de sa vie, avec la représentation des personnages dans les tombes qui vont être de plus en plus réalistes. Et ça, pour terminer, je vais vous montrer un peu. Il s'approche tellement de tout ce qui va être le plus proche de la réalité dans les présentations, et au niveau des cosses, ça va poser un problème. Un problème, il va aller un peu plus loin. Donc, ils ont fait des nuages sur le support. Et j'ajoute un petit truc en plus. Ça, ce sont des nuages. Et alors, je ne sais pas si vous... Je ne sais pas si...
avec un peu d'IA, c'était pour des gens un peu plus présents, qu'on ait un contact un peu plus fort avec eux. Donc, ces gens dans leur pensée, disons, après leur vie, c'était de rester présent matériellement quelque part. Ils ont un peu réussi leur pari, et l'IA va améliorer un peu leur souhait de nous les rendre plus proches de nous. Donc ça, c'est quand même des images qui ont été faites en 1350 à peu près avant Jésus-Christ, que je vous ai présenté là. Voilà, c'est un peu l'idée. Il leur manque la parole. Il leur manque de la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour applaudir Robert, une très très grande richesse et une très très grande précision. J'apporte une phrase complémentaire sur le thème, c'est-à-dire qu'à partir de tout ça, ça m'a permis de faire un livre, et où j'utilise en 30 ans de ces technologies-là, mais je ne parle pas dans les livres, par exemple, et si vous voulez, ça permet, à partir d'une donnée gravée, de créer une image mentale pour les lecteurs pour qu'ils ne soient pas perdus. Chaque fois, il sait le gars dans la main, puisque chaque fois, quand on parle d'un monument, on a l'image qui nous permet de comprendre de quel monument on parle et où on est. Mais ces images-là, elles n'ont pas été faites pour lui. Elles ont vraiment été faites par la recherche. Et du coup, c'est exactement la même. Les images que j'utilise dans le livre sont jouées à partir des modèles que moi j'utilise dans mon ordinateur. C'est la même chose. Vous avez vraiment le fichier dans son état. Et quand on a édité le livre, entre le moment où il était coupé et le moment où il est parti sur les presses, comme j'avais encore fait une évolution sur certains points architecturaux, on va dire, pas forcément liés, c'est été modifié, et on a modifié toutes les images. Ce qui fait que même sur des détails qui ne soient pas ou très peu, dans le bouquin sont finalement le dernier détail de la base, et la base continue d'évoluer, parce que je continue à travailler avec ces parties. On va parler de ce côté médiation qui est Et on anticipe la première question. En y répondant à la pose. Merci beaucoup vraiment Robert pour cette très belle présentation. Très impressionné par les plus de 100 versions successives du modèle de terrain tridimensionnel généré, qui donc intègre l'avancée des connaissances issues du terrain archéologique. Peut-être avant de prendre une première question sur ta présentation, juste répondre à la question de tout à l'heure sur les momies de char, mais sans y passer trop de temps. Sur les années, peut-être. Et c'est pas les momies. Il y a eu la Styx Saqqara, où il y a eu énormément de ninjas qui ont été faits là. Il faut voir ça un peu comme des lourds, où les Égyptiens viennent se recueillir pour visiter des endroits, et vous avez des gens qui ont préparé des ninjas et qui vont les vendre à la personne qui passe, et la personne va l'offrir aux photos. Alors dedans, sans doute, des fois, elle n'était pas assez, donc on pouvait peut-être mettre un peu moins de chat dans la momie, et il y en a qui sont par contre totalement remplis avec le chat, c'est une momie en chat. Et ensuite, ça sert de support pour les divinités. Ce genre de momie qui avait ce aspect peut habiter et venir animer ces objets-là, cette religiosité qui est derrière. Et pour terminer, je rappelle, ça c'est le sourire, le chat ancien, ça dit Bilou. Et j'ai vu qu'il y avait un pharaon qui s'appelait Toutou aussi. Là, c'est pas pareil. Il y avait des Bilou et des Toutou. Pour avoir des milliers de chats comme ça à momifier, même partiellement, j'avais compris qu'il y avait un peu des vraies momies et des fausses momies qui étaient plutôt moins chères. On les élevait ou on les a travaillés comme ça dans les rues? Alors, c'est ça. Exactement, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste de ces choses-là, mais ayant vécu longtemps en Égypte, les chats, on a. Est-ce qu'on a des questions pour Robert Merlieu, cette fois-ci sur son exposé? J'en senti. Alors, je vais permettre de vous lire une petite citation, tu me diras ce que j'en pense, parce que c'est toi-même qui m'a roulé la vache en présentant ces trois moulages animés grâce à l'IA, à QI. Alors, dans son numéro 147 de l'hier dernier, en revue Culture et Recherche, du ministère de la Culture a consacré un très bon dossier à cette thématique recherche et IA entre guillemets.
liées au patrimoine en particulier. Alors j'ai beaucoup aimé les définitions, ce que j'en pense, de 3 auteurs dans un article consacré à Notre-Dame de Paris, qui ont étudié sur le point de vue de son chantier scientifique, de sa restauration et de sa médiation. C'est les auteurs de l'UPA, connus, qui s'adressent, je crois, Guilhem et Rémy. Ils disent la chose suivante: nous prenons le parti de définir les modèles d'IA comme le résultat cumulatif de l'intelligence collective de l'ensemble des humains qui génèrent les données initiales, qui les ont déployées, traitées et analysées, et de ceux qui conçoivent les algorithmes qui les exploitent. Ça paraît quelque chose de banal, cette définition d'IA, parce que je pense qu'aujourd'hui, en 2025, certaines IA dites génératives vont un petit peu plus loin que finalement cet aspect très cumul d'un travail humain. Dans la vision qu'on a de mon usage aussi. Donc, pour moi, ça a toujours été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que ces technologies-là, elles fonctionnent dans des champs d'expertise précis, dans un lieu où c'est manipulé par des experts. C'est-à-dire qu'on dit tout le monde peut faire des films, ça c'est facile, on peut faire des films, mais d'accord, si vous êtes réalisateur, si vous êtes cinéaste, mais si vous n'avez aucune compétence dans le domaine, ça sera difficile. Et donc, comme toutes ces technologies émergentes, c'est vraiment des technologies qui deviennent passionnantes et utilisées dans chacun des métiers, dans l'expertise que nous avons. Et là, voilà, c'est ça un peu, moi, la limite. Et pour le moment, d'avoir des algorithmes qui arrivent à attraper, à reproduire l'expertise humaine de ce niveau-là, je ne pense pas qu'on puisse y arriver. Je ne crois pas qu'on puisse y arriver tellement. C'est trop complexe. Parce que moi, je fais des fins. Moi, je suis complexe, mon exemple c'est intéressant, je pense que c'est celui que je connais mieux. Mais quand je travaille sur Akhenaton, par moment, j'ai des expériences de vie, quand j'avais 14 ans, qui proviennent aussi au même moment. Et si j'arrive à trouver certaines pistes qui après deviennent exploitables, parce qu'on peut le démontrer, mais si je suis tombé sur ces pistes, c'est parce qu'il y a tout vécu derrière. Et tout le monde est comme ça, et toutes les expertises sont un peu avec ça. Donc je ne suis pas trop angoissé. Ce qui m'angoisse le plus, c'est que disons, tout ce qui est système expert et algorithme, ça permet réellement à l'espèce humaine, à l'être humain, d'améliorer son confort, d'améliorer sa sécurité, mais le problème, c'est très souvent, le milieu s'est développé pour des intérêts financiers. Et quand c'est un intérêt financier, après, on ne gère plus l'intérêt pertinent pour l'être humain. Et puis au bout d'un moment, il y a plein de choses qui vont générer que des objectifs financiers, donc tout ça, ça se reprend, donc c'est pas forcément bon pour l'homme. Voilà. Et c'est ça qui me ferait beaucoup plus peur que l'IA en soi. Et d'ailleurs, en août 2025, récemment, Microsoft a annoncé créer un double numérique de Notre-Dame de Paris pour l'éternité, entre guillemets, c'est pour le communiqué de presse. Et l'idée de Luca, dont je disais à l'instant, la définition de médias, de rapport du CNRS a pris un poste intéressant qui dit, en lisant les annonces de Microsoft sur la création d'un jumeau numérique de Notre-Dame et son éternité, je pense à Héros Bonola, ce soldat japonais resté caché dans la jungle pendant des années, persuadé que la guerre n'est pas terminée. Voilà, c'est pas plus que ça. Sa vision de cette là, c'est même plus précis, puisque les gens Microsoft qui vont faire ça. Alors, il y a une base de données énorme sur Notre-Dame qui est gérée par mon ancien laboratoire, par Archéovision, en dessous. Et il y a à peu près plus de 250 chercheurs qui ont accès à cette base de données. Ça a servi totalement pour la restauration de Notre-Dame, car tout est géré là-dedans. Et alors, on voit Microsoft qui arrive après la bataille en disant oh, on va faire un super truc, mais c'est fait, le mot est fait. Et le travail est fait par les scientifiques, tout ça existe. Mais Microsoft avait également déjà fait une proposition
qu'est-ce qui s'est passé sans entrer dans les détails, ça fait un gros débat là-dessus, mais je suis aussi sur cette période-là. Qu'est-ce qui s'est passé après au niveau religieux et politique une fois qu'Akhenaton est mort et que la ville a été abandonnée? C'est parti. Voilà. Oui, alors, il y a une chose qu'Akhenaton a totalement raté, c'est les pouvoirs de succession. Et il était au centre de tous les dispositifs. Vraiment, et le liturgique, c'est lui, avec sa femme et ses enfants, mais c'est lui qui est là, et dans les décors, tout est fait. Et donc, à sa mort, ça a été compliqué, parce que lui représente le Dieu. Et il faut donc avoir quelqu'un de sa famille qui représente le Dieu. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à faire. Donc, il a laissé ça, il a crié Héricaton. Il va essayer de le donner, tout ça. Donc, il y a plus ou moins des tentatives, mais personne n'arrive à prendre place là-dedans. Et ensuite, il y a Caton, donc son fils, qui n'est pas encore là, il était un fils, donc il est né. Donc, on fait des tentatives qui avaient faites avec Noël pour le maintenir à la place, tout ça. Et ça ne marche pas, surtout que vous avez toute une bourgeoisie qui avait été exclue de la vie arménienne et qui ont son frein depuis des années, qui sont plus aux affaires. Tous ceux qui avaient été aux affaires par la religion, ils ont plus de moyens. Et donc, il y a même toute une couche d'anciens fonctionnaires qui vont essayer de reprendre le dessus. Et donc, c'est ce qui se fait. On va faire une restauration, et ça devient tout entièrement, et on annule tous ces états. BNB, c'est-à-dire qu'ils ont démonté systématiquement tous les temples qu'ils avaient construits. Ils ont été démontés jusqu'au sol, toutes les structures ont été cassées, tout a été intégré dans les constructions des bâtiments de Sahel. Et on revient à avant Akhenaton, Figeac qui a mis un tel réalisme dans l'art, dans la représentation, que ça sent. Dans un relief égyptien, on sait tout de suite qu'il est avant de la Akhenaton. Parce qu'il y a une note, un style qui fait que ça marche. Mais on a annulé tout ça. Et la question qu'on peut se poser, qui est très bonne, que moi je me pose, peut-être que j'en ferai quelque chose un jour, c'est qu'est-ce que ça aurait donné si à Akhenaton on avait eu 70 francs, ça avait été sur lui. Puisque là, on a 1500 avant, on a un positionnement matérialiste complètement nouveau, très en avance. On a des représentations graphiques. Il faudra attendre le 7e siècle en Hollande pour commencer à voir les paysages, le sens du paysage. Eux, ils en font déjà. Ils ont déjà cette approche-là. Le côté de la représentation intime des gens, c'est pareil, il faut attendre le 7e siècle parce qu'on on a la pensée officielle, les saints, ça on n'a pas, la représentation intime. Là, en 1350 avant, on a la représentation d'Akhenaton avec ses filles, les filles en train d'embrasser ses filles, etc. On a des scènes intimes, familiales, et qui vont apparaître, c'est 2 millions plus tard. Donc il y a eu une annonce incroyable qui était faite assez court, et c'était cassé, annulé, et sans doute les choses sont passées un peu de ça, sont agressées un petit peu. Et je peux terminer avec ça. Si vous voulez, c'est le dernier moment pour moi, c'est Amélie Marcelin quand il écrit que les Romains prennent le Lycémique qui est à Carnac, il est installé à Rome, au service infiniment. Et Amélie Marcelin, il se souvient que c'est le dernier cérémonie prononcé de cet objet que l'Égypte a vraiment souligné. C'est définitif, l'Égypte, c'est rien, c'est une colonie. Mais cette politique humaine, c'est là où Akhenaton avait mis en place la réforme. Il commence là. Et pour moi, symboliquement, c'est assez fort. C'est-à-dire que c'est ce moment où là, on a plus de travail. Il est encore présent dans l'inconscient des sociétés, mais bon, c'est là où il est définitivement terrassé. Merci beaucoup, Robert. On peut l'applaudir une nouvelle fois.